Pourquoi, dans les terres sauvages de l'Ouest, suffisait-il d'une seule nuit pour détruire la réputation d'une femme? Pourquoi certains visages devenaient durs dès qu'ils voyaient une veuve un peu trop ronde, un peu trop silencieuse, marchant seule dans la lumière froide de Noël? Et pourquoi, surtout, les regards s'aiguisent autant quand il s'agit de juger les plus fragiles? Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Ce soir-là, alors que les cloches sonnaient et que les familles se rassemblaient autour des cheminées, personne ne s'attendait à voir le shérif traverser la rue principale en tenant une femme par le bras comme si elle représentait un danger pour toute la ville. Pourtant, c'est exactement ce que les habitants virent, une veuve au visage doux, aux épaules tremblantes, dont les poignets rouges témoignaient des menottes trop serrées. Le shérif l'a arrêtée la nuit de Noël, mais le rancher a payé le triple pour la sauver. Voilà ce que certains murmureraient plus tard, mais pour l'instant, les gens ne voyaient qu'une seule chose, une femme qu'ils avaient jugée depuis des années, livrée au mépris public. Les enfants s'étaient arrêtés de courir, les mères avaient pressé leurs petits contre elle, et les hommes avaient détourné les yeux, incapables ou peut-être trop lâches, pour demander ce qui s'était réellement passé. Dans cette ville, l'opinion des voisins comptait plus que la vérité, et la dignité d'une femme n'avait jamais pesé bien lourd face aux rumeurs. On disait qu'elle avait volé la boîte de dons destinée aux orphelins, et pour beaucoup, cela suffisait, une accusation valait une condamnation. Mais ceux qui la connaissaient savaient qu'elle cousait les costumes du spectacle de Noël, qu'elle restait tard pour rassurer les enfants timides, qu'elle ramassait les manteaux oubliés pour les ramener aux bonnes familles. Pourtant, ce soir-là, rien de cela ne semblait exister. Le vent glacial soulevait les flocons de neige, les lanternes vacillaient, et Abigail marchait, la tête haute mais le cœur brisé, consciente que chaque pas effaçait un peu plus le respect qu'elle avait mis des années à gagner. Pourquoi elle? Pourquoi ce soir? Pourquoi une veuve sans défense devenait-elle si facilement la cible des frustrations d'un village entier? Personne n'avait encore la réponse, mais quelqu'un, dans l'ombre, avait déjà décidé que cette injustice n'irait pas plus loin. Dans le calme du hall de l'église, juste avant la répétition du spectacle de Noël, personne ne s'attendait à ce que la première blessure de la soirée vienne d'une voix aussi froide que celle de Mrs. Cooper. Elle s'avança au centre de la salle, ses talons résonnant sur le parquet, ses yeux perçants fixés sur Abigail qui tenait le costume bleu soigneusement cousu de ses propres mains. « Ce costume ne convient pas à quelqu'un de votre taille », lança-t-elle d'une voix forte, assez pour que les 20 enfants présents s'immobilisent net. Le silence tomba si brutalement que même les guirlandes de sapin semblèrent frémir. Abigail sentit son visage brûler, comme si toutes les bougies de la salle l'avaient soudain éclairé d'une lueur impitoyable. Les mères s'échangèrent des regards complices, certaines sourirent derrière leurs gants, d'autres chuchotèrent comme si la honte d'une femme était un divertissement approprié pour une veille de fête. Elle voulut répondre, défendre son travail, dire que chaque point du costume avait été fait avec soin et amour pour le spectacle, mais sa voix, quand elle sortit enfin, ne fut qu'un souffle fragile. « Je suis désolée. » Mrs. Cooper afficha un sourire tranchant, presque satisfait. Le rôle de Marie ira à Sarah Mitchell. Nous voulons que le spectacle soit approprié. Le mot flotta dans l'air comme un poison, insidieux et cruel. Abigail serra le tissu contre elle, essayant de cacher la douleur qui lui transperçait la poitrine, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, une petite main tira doucement sa jupe. Emma, 6 ans, les joues roses, les yeux brillants d'innocence, lui murmura « Mais vous seriez la plus belle Marie, Miss Abigail. » Une mère tira aussitôt l'enfant en arrière. Emma, silence. Mrs. Cooper sait ce qui est juste. Et comme si ce jugement suffisait, la conversation reprit dans la salle, chacun retrouvant sa place, son rôle, son regard détourné. Abigail, elle, resta un instant immobile, avalant la honte comme une gorgée trop amère. Puis, avec une dignité qui lui coûta plus que personne ne pourrait jamais comprendre, elle acquiesça. « Je peux aider en coulisses, si vous voulez. » Invisible. Utile, mais jamais vu. Exactement ce que certains pensaient qu'une femme de sa stature méritait d'être. Pourtant, derrière le rideau qui tremblait sous les courants d'air, un premier fil se tendait déjà, un fil de tension et d'injustice qui allait bientôt tout changer. Dans les coulisses, le calme semblait presque hostile, comme si chaque ombre retenait son souffle en attendant que quelque chose se brise. Abigail rangeait les derniers costumes, essayant d'ignorer les murmures qui flottaient encore dans l'air après l'humiliation de tout à l'heure. Le rideau épais vibrait doucement sous les pas des enfants qui répétaient leur chant de Noël, mais derrière cette façade joyeuse, une inquiétude sourde s'installait. C'est alors qu'un cri aigu, sec et théâtral déchira le silence, la boîte de dons. Elle a disparu.
Mrs. Cooper venait de jaillir au milieu de la pièce, ses yeux étincelants d'une excitation presque malsaine. Les têtes se tournèrent immédiatement vers Abigail, comme si le simple fait qu'elle se trouve là suffisait à la rendre coupable. Abigail s'approcha, confuse, elle n'a pas disparu, je l'ai juste déplacée là-bas, pour libérer la table. Mais avant même qu'elle n'ait pu finir, Mrs. Cooper pointa un doigt accusateur vers son sac. Elle l'a prise. Je l'ai vue. Vérifiez son sac. Un frisson glacé traversa la salle. Les mères murmurèrent, les enfants se serrèrent les uns contre les autres, et la foule commença à s'agglutiner, avide de scandale. Le shérif Morrison entra, attiré par les cris, son visage fermé comme s'il anticipait déjà le pire. « Mrs. Whitmore, je dois fouiller votre sac. » Abigail hocha la tête, les mains tremblantes. « Bien sûr, mais je n'ai rien fait. » Le shérif ouvrit le sac et un souffle choqué parcourut la salle. La boîte de dons était là, posée bien en évidence, comme si quelqu'un l'avait mise avec soin pour qu'elle soit trouvée. Le regard d'Abigail se vida. « Ce n'est pas possible. Je ne l'ai pas mise là. Je vous le jure. » Mais déjà, les chuchotements enflaient, devenant plus durs, plus tranchants. « Voleuse. Des orphelins, en plus. Quelle honte !» Les enfants commencèrent à pleurer, ne comprenant pas pourquoi leur Miss Abigail était soudain devenue l'ennemi de tous. Le shérif soupira lourdement. « Abigail Whitmore, vous êtes en état d'arrestation pour vol. » Et alors que les mains du shérif se refermaient sur ses poignets, un doute terrible traversa son esprit. Quelqu'un avait mis cette boîte là. Quelqu'un qui savait exactement où frapper. Mais la vraie question restait suspendue dans l'air froid. Qui la croirait maintenant? La marche jusqu'à la rue principale ressemblait à un supplice ancien, un passage que personne ne méritait, surtout pas une femme qui avait passé sa vie à servir les autres. Les fers autour des poignets d'Abigail tintaient doucement, mais chaque cliquetis résonnait comme un jugement, comme si les chaînes voulaient annoncer son crime avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Le shérif avançait d'un pas lourd à ses côtés, et derrière eux, les quelques enfants qu'elle avait aidés pendant des semaines suivaient en pleurant, leurs petits visages tordus par la peur et l'incompréhension. Miss Abigail n'a rien fait, sanglota une fillette, mais sa mère la tira en arrière, comme si toucher la femme enchaînée risquait de contaminer sa famille. Le vent froid fouettait les lampions de Noël suspendus aux façades, et la neige commençait à tomber en silence, rendant cette marche encore plus cruelle. Devant les boutiques, les habitants sortirent, attirés par l'agitation, mais au lieu de demander la vérité, ils se contentèrent d'observer, bras croisés, comme si cette humiliation publique était devenue un spectacle de fête. C'est à cet instant que Daniel Garrett fit son entrée dans ce tableau de honte et de douleur. Il avançait à cheval, ralentissant en découvrant la scène, ses yeux sombres fixés sur la silhouette d'Abigail. Il ne connaissait pas encore toute l'histoire, mais quelque chose, dans cette image, une femme lourde, fragile, entourée d'enfants qui pleuraient, éveilla chez lui une colère froide. Il descendit de son cheval avec un calme presque déroutant, sa présence imposant un silence plus fort que les murmures de la foule. Quelques hommes échangèrent un regard inquiet. Ils savaient ce que valait Daniel dans cette ville, un homme droit, simple, mais que personne n'aimait provoquer. La tension monta comme une corde qu'on tire trop fort. Allait-il détourner les yeux, comme les autres? Allait-il laisser le shérif passer, laissant la justice mal faite suivre son cours? Personne ne respirait plus. Même Abigail, qui n'osait relever les yeux, sentit que quelque chose venait de changer dans l'air. Puis, lentement, Daniel fit un pas en avant. Juste un pas. Mais ce pas-là bastonna tous les autres. C'était le pas d'un homme qui ne laisserait pas une injustice continuer sans au moins demander pourquoi. La foule retint son souffle, car chacun comprit qu'à partir de ce moment, rien n'allait se dérouler comme prévu. Au bureau du shérif, l'air sentait le bois humide et la poussière froide, mais pour Abigail, tout cela disparaissait derrière le poids écrasant de la honte. Elle était assise sur le banc, les poignets encore marqués par les menottes, la tête baissée pour ne pas croiser les regards hostiles de ceux qui l'avaient suivie jusque-là, avide d'un scandale de Noël. Le shérif Morrison posa finalement la somme sur la table, la caution est de $20. Il n'y eut aucun mouvement, aucun souffle compatissant, rien d'autre qu'un silence gêné. Personne ne voulait payer. Personne ne voulait risquer d'être vu soutenant une femme déjà condamnée par les rumeurs. Puis, la porte s'ouvrit dans un grincement, et Daniel Garrett entra, le chapeau encore humide de neige fondue. Il approcha calmement, posa 3 billets de $20 sur le bureau, et déclara sans hésitation, « Je paie ». Le shérif resta figé. « Daniel, la caution n'est que de 20. »« Alors prenez en 60, » répondit-il avec une lenteur qui fit taire chaque murmure. La salle se crispa. Pourquoi paierait-il 3 fois la somme? Pourquoi cet homme réservé,
presque distant, mettrait-il autant d'argent pour une femme qu'il semblait à peine connaître? Même Abigail leva les yeux, stupéfaite. Daniel se tourna vers elle, et dans son regard, elle chercha une explication, jusqu'à ce qu'il lui demande doucement « Vous souvenez-vous de moi ?» Elle fronça les sourcils, perdue, puis un souvenir flou émergea. Un cheval paniqué, un flanc ensanglanté, un barbelé tendu comme une lame, et elle, à genoux, tentant de sauver un animal qu'elle ne connaissait pas. « Apollo » murmura-t-elle. Daniel acquiesça. « Vous lui avez sauvé la vie cet été. Et vous n'avez rien demandé en retour. Aujourd'hui, c'est à mon tour. » Une vague d'émotion l'envahit, mais aussitôt suivie d'une peur sourde. Et si tout cela n'était qu'un geste impulsif, une dette payée mais rien de plus? Était-elle simplement une obligation? Je ne pourrai jamais vous rembourser $60. Balbutia-t-elle. Daniel secoua la tête. Je ne veux rien. Je veux seulement que l'injustice cesse ici. Pourtant, même libérée de ses chaînes, Abigail avait encore l'impression de marcher sur un sol fragile, comme si la moindre erreur pouvait tout briser. Elle craignait le monde, craignait la rumeur, craignait même la bonté de cet homme qu'elle ne comprenait pas encore. Mais une chose était certaine, grâce à lui, elle n'était plus seule face aux mensonges qui l'écrasaient. Quand Abigail arriva devant sa petite maison au bout du village, la nuit glacée semblait déjà lourde autour d'elle, mais rien n'était aussi brutal que ce qu'elle trouva sur son propre perron, son beau-frère Robert, les bras croisés, le visage fermé par une colère qu'elle ne comprenait pas encore. « Tu ne rentres pas ici » lança-t-il sans même la laisser parler. Elle sentit son cœur se contracter. « Robert, c'est ma maison. Celle que Marcus m'a laissée. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. » Mais il recula, posa la main sur la porte comme pour marquer son territoire. « Pas question. Une voleuse n'a pas sa place sous mon toit. Marcus aurait honte. » Les mots la frappèrent comme des pierres. Elle tenta encore, « Je n'ai rien volé, tu le sais. Je n'ai nulle part où aller, c'est Noël, Robert. » Son regard glissa sur elle, froid, calculateur, puis il lâcha d'une voix dure, « Tu n'avais qu'à ne pas voler la boîte. Maintenant dégage. » Et avant qu'elle ne puisse répondre, il lui claqua la porte au nez. Le verrou glissa avec un clic sec, final, qui sonna comme une condamnation. Abigail resta immobile quelques secondes, tremblante, incapable d'accepter ce qui venait de se passer. Puis elle s'assit sur la marche du perron, les mains couvrant son visage, et pour la première fois depuis son arrestation, elle laissa tout tomber, la dignité, la force, le silence. Les larmes jaillirent, incontrôlables, brûlantes contre l'air glacé. Elle n'avait plus de maison, plus de famille, plus de place dans cette ville. Son monde, en une nuit, avait été avalé par la cruauté. Elle ne sut pas combien de temps elle resta là, mais elle entendit finalement des pas approcher dans la neige. Daniel Garrett s'arrêta à quelques mètres, la silhouette sombre contre la lumière de la lune. Il descendit de son cheval, s'approcha doucement. « Mrs. Whitmore ?» Elle releva la tête, honteuse de le laisser voir son effondrement. « Il m'a mise dehors. Je n'ai nulle part où aller. » Daniel observa la porte close, puis lui tendit la main avec une douceur inattendue. « Venez avec moi. Je vous offrirai une chambre pour la nuit. Juste pour ce soir. » Elle secoua la tête, paniquée par ce que la ville dirait. Une veuve chez un homme seul, la nuit, c'était un scandale assuré. « Je ne peux pas, ce ne serait pas convenable. Il fait trop froid pour rester ici. Vous n'avez pas besoin d'être convenable, seulement en sécurité. » Son ton n'était ni pressant ni autoritaire, juste humain, chaleureux. Abigail hésita, le cœur battant, tiraillée entre la peur du jugement et le besoin vital de survie. Puis, enfin, elle glissa sa main dans la sienne. « Juste pour cette nuit » murmura-t-elle. « Juste pour cette nuit » confirma Daniel. Et à cet instant précis, sans qu'elle ne s'en rende encore compte, sa vie venait d'emprunter un chemin qui ne la ramènerait jamais en arrière. Les jours qui suivirent ressemblèrent à une parenthèse hors du monde, comme si la tempête qui s'abattait sur les plaines avait enfermé Abigail et Daniel dans un espace protégé où le temps coulait différemment. Le premier matin, elle se réveilla au parfum du café et à la chaleur d'un foyer qu'elle ne connaissait pas, mais qui l'apaisait malgré elle. Ils partagèrent un petit déjeuner maladroit mais doux, Daniel s'excusant pour ses biscuits trop durs et Abigail riant malgré elle en essayant de les tremper plusieurs fois dans son café pour les rendre mangeables. Ce rire, léger et brisé, fit lever les yeux de Daniel avec un sourire qu'elle n'avait jamais vu sur un homme aussi réservé. Très vite, ils trouvèrent un rythme. Dans la grange, elle s'occupait d'Apollo, posant des cataplasmes, vérifiant la chaleur de la jambe, murmurant des mots apaisants au cheval qui semblait presque retrouver son énergie rien qu'à son contact. Daniel la regardait souvent en silence,
sans oser dire ce que cette douceur réveillait en lui. Le soir, ils cuisinaient ensemble. Elle corrigeait sa manière de couper les légumes, il faisait semblant de protester mais suivait chaque instruction avec une attention presque touchante. Entre deux gestes, leurs mains se frôlaient, et ces minuscules contacts éveillaient quelque chose de nouveau, fragile, profond. Pourtant, derrière ces moments de chaleur, un fil de peur restait tendu. Si quelqu'un apprend que je suis ici, souffla-t-elle un soir en refermant les volets contre le vent. Daniel s'approcha, les bras croisés mais les yeux sincères. Ils parleront, oui. Mais ils parlent déjà. Et ils ne savent rien. Elle baissa la tête, honteuse. Je ne veux pas te causer de problème, ni ruiner ta réputation. Il secoua la tête. Je décide moi-même de ce qui me ruine ou non. Une phrase simple, mais qui la bouleversa. Et pourtant, une autre peur la dévorait, silencieuse. Suis-je digne d'un homme comme lui? Elle se voyait encore comme la femme qu'on rejetait, celle qu'on bousculait, qu'on humiliait, qu'on accusait. Comment aurait-elle pu croire qu'un homme juste, doux, solide comme Daniel pourrait vouloir sa présence? Mais chaque soir, quand il allumait le feu, qu'il déposait une tasse chaude dans ses mains, qu'il lui demandait comment elle se sentait, la maison prenait une forme nouvelle, celle d'un foyer. Petit à petit, sans qu'elle ne s'en aperçoive, elle ne guérissait pas seulement Apollo, elle se guérissait elle-même. Le 5e matin, alors que le vent s'était enfin calmé et que la neige fondait en fines coulées le long des clôtures, un bruit de roues se fit entendre dans la cour du ranch. Abigail, encore occupée à préparer une infusion pour Apollo, sentit immédiatement son cœur se serrer. Devant la maison, un chariot s'arrêta brusquement. Mrs. Cooper en descendit, suivie de 2 femmes du bourg, celles dont les langues étaient aussi rapides que leur jugement était cruel. Elles pénétrèrent dans la cour comme si elles étaient en mission divine, leurs capes de laine claquant dans le vent. Alors c'est vrai, siffla Mrs. Cooper. La veuve passe des nuits entières ici, seule avec un homme. Abigail recula d'un pas, le souffle court, la honte remontant comme un poignard sous ses côtes. Avant qu'elle ne trouve une parole, Daniel apparut sur le perron, les manches retroussées, la mâchoire dure. « Qu'est-ce que vous faites sur ma propriété » demanda-t-il d'une voix si calme que les 3 femmes en furent presque désorientées. Mrs. Cooper bomba le torse. « Nous sommes venus constater ce que tout le village dit déjà, elle vit ici comme une femme sans morale. Une veuve grosse et désespérée qui profite de votre bonté. » Abigail sentit son corps se raidir, les yeux lui brûlaient. Elle voulut protester, expliquer, nier, mais Daniel avança, se plaçant légèrement devant elle, comme un bouclier. « Suffit, dit-il d'une voix qui claqua comme un fouet. Abigail est mon invitée. Elle a été chassée de chez elle par un homme ivre et cruel. Elle n'a rien fait de mal. Si vous cherchez un scandale pour vous distraire, allez le trouver ailleurs. » Les femmes restèrent figées, stupéfaites par le ton qu'il venait d'employer. « Le village parlera, Daniel, et vous le savez, » répliqua l'une d'elles. « Qu'ils parlent, » répondit-il sans hésiter. « Je me fiche de leur opinion. Si je dois perdre ma réputation pour protéger une femme honorable, alors je la perds volontiers. » Le silence se fit, un silence lourd, chargé d'un message que toutes comprirent, il était prêt à être ruiné pour elle. Les 3 femmes se regardèrent, incapables de répondre, puis quittèrent la cour avec indignation. Quand le chariot fut enfin parti, Abigail sentit ses jambes céder légèrement. « Daniel, tu n'aurais pas dû dire ça. Ils vont se retourner contre toi ?» Il la regarda, un peu trop longtemps pour que cela reste innocent. « Laisse-les. Je n'ai pas honte de te protéger. » Une chaleur étrange se répandit en elle, dangereuse, douce, nouvelle, un sentiment qu'elle n'osait encore nommer, mais qui, déjà, changeait la façon dont elle le voyait, lui, cet homme qui choisissait de rester à ses côtés même si tout l'Ouest décidait de se lever contre eux. La vérité éclata un après-midi où le vent sentait encore l'hiver. Abigail était dans la grange, occupée à brosser Apollo, quand des cris éclatèrent devant la maison. Elle accourut et vit Daniel sur le perron, faisant face à Robert, ivre, titubant, les yeux rougis par l'alcool et la rage. « Tout est de ta faute, » hurla-t-il en pointant un doigt tremblant vers elle. « Si tu étais parti comme prévu, rien de tout ça ne serait arrivé. » Abigail s'arrêta net. « Partir? Prévu par qui ?» Robert blêmit, vacilla, puis, dans un moment de folie mêlée de vérité, lâcha ce qu'il essayait de cacher depuis des semaines. « La boîte, c'est moi qui l'ai mise dans ton sac. Tu devais être accusé, expulsé, humilié, comme ça je pouvais récupérer la maison. La tienne. Marcus me l'avait promise. Le terrain vaut de l'or. Je devais te faire partir. » Les mots tombèrent comme une avalanche, et le silence qui suivit fut si lourd qu'on aurait pu entendre un flocon toucher le sol. Daniel le saisit par le col.
Tu as détruit sa vie pour de l'argent? Pour un mensonge? Robert tenta de se débattre, mais il était trop ivre pour se défendre. C'est à ce moment précis que le shérif Morrison arriva, alerté par les cris. Il regarda Robert, puis Abigail, puis Daniel, et son visage se durcit. « J'ai besoin de preuves, dit-il d'une voix grave. Je veux en finir avec cette histoire. Pour de bon. » Et il fit ce qu'il n'avait pas osé faire la nuit de Noël, il ouvrit une enquête. Le soir même, il trouva dans le bureau de Robert une clé identique à celle du coffre de l'église, puis des lettres de dette, des documents bancaires prouvant qu'il risquait la ruine, et une proposition écrite à des marchands de terre visant à vendre la maison d'Abigail, une maison qu'il n'avait jamais possédée. Confronté aux preuves, Robert s'effondra et avoua tout. Dans la ville, la nouvelle se répandit plus vite que les rumeurs qui avaient détruit Abigail. Certains habitants vinrent s'excuser, gênés, les yeux baissés. D'autres restèrent silencieux, incapables d'assumer leur mépris. Elle accepta quelques excuses, mais beaucoup restèrent coincés dans sa gorge. La justice était faite, mais le mal, lui, ne disparaîtrait jamais complètement. Le shérif rendit officiellement la maison à Abigail. « Le choix est à vous maintenant, dit-il doucement. » Et, ce soir-là, alors que Daniel restait près d'elle, silencieux mais présent, une question brûlante s'imposa. Retourner dans cette maison pleine de souvenirs douloureux, ou rester dans celle où son cœur avait enfin commencé à guérir. Le soleil se couchait derrière les collines quand Abigail et Daniel s'assirent sur le porche, silencieux, laissant la chaleur dorée du soir apaiser les derniers tremblements d'une histoire trop lourde pour une seule femme. Le vent portait encore la poussière de la journée. Dans ce calme fragile, Daniel tourna enfin la tête vers elle, les yeux éclairés d'une certitude qu'il n'avait plus cherché à fuir. « Abigail, veux-tu rester ici? Pas comme invitée. Comme maîtresse de cette maison. Comme ma femme. » Les mots tombèrent doucement, mais ils résonnèrent comme un séisme dans sa poitrine. Elle sentit son souffle se couper, son cœur s'emballer, toute sa vie se superposer dans un instant. La honte, les chaînes, la porte claquée, la grange, Apollo, les nuits de tempête, et lui, cet homme qu'il avait regardé autrement que tout le village. Daniel, elle ne sut pas finir. Il prit ses mains, simplement. « Je ne te demande pas d'oublier ce que tu as vécu. Je te demande de construire avec moi ce qui vient après. » Les larmes lui montèrent sans bruit, et, dans le souffle du soir, elle répondit enfin « oui ». Leur mariage eut lieu une semaine plus tard dans la petite église où elle avait été humiliée, arrêtée, puis oubliée. Cette fois, elle entra au bras de l'homme qui avait choisi de la croire quand tout le monde l'avait condamnée. Les bancs étaient pleins. Certains venaient parce qu'ils regrettaient, d'autres parce qu'ils voulaient voir, mais les enfants étaient là par amour. Au moment où le pasteur demanda le silence, un chœur maladroit mais lumineux s'éleva. Les 20 enfants du spectacle de Noël chantèrent pour elle, pour Mrs. Garrett, une petite chanson simple sur la gentillesse et la force. Abigail porta une main à sa bouche, submergée. Elle comprit alors que tout ce qu'on lui avait arraché lui revenait sous une autre forme. Non pas le respect forcé d'un village, mais l'affection sincère de ceux qui savent voir au-delà des apparences. La réception eut lieu au ranch, autour de tables pleines, de rires et de musique. Daniel ne la quittait pas des yeux. Elle n'était plus la femme écrasée par les regards, mais celle qui marchait droite, qui riait, qui touchait Apollo avec confiance, qui accueillait une nouvelle venue au village avec douceur. Elle avait trouvé une nouvelle valeur, une nouvelle identité, non pas définie par les murmures mais par sa vérité. Dans l'Ouest, les gens disaient souvent que la réputation se mesure au poids des paroles. Mais Abigail, en regardant le ciel étoilé depuis le porche de son nouveau foyer, comprit la seule morale qui comptait vraiment. Astérisque, si cette histoire vous a touché, alors dites-moi une chose avant de partir. De quelle ville, de quel coin de France regardez-vous cette vidéo ce soir? Parce qu'ici, dans l'Ouest sauvage, chaque voix compte, chaque cœur compte, et j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Et si vous voulez connaître la suite de ces destins brisés, de ces amours impossibles, de ces secrets que l'Ouest cache encore dans sa poussière, alors ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Parce que la prochaine histoire pourrait bien vous choquer encore plus que celle-ci. Abonnez-vous maintenant, et préparez-vous pour ce qui arrive ensuite. Astérisque.